Revenons sur la situation bancaire en Europe et aux États-Unis. On a deux événements, deux situations bancaires en parallèle avec la crise des banques régionales américaines et les événements du week-end autour de Crédit Suisse. En Suisse, ce fut un week-end studieux pour les banquiers suisses. John Plassard est avec nous par téléphone, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Bonjour et bienvenue, John. Merci beaucoup d'être avec nous. Je me dis, bon, il y avait deux objectifs autour de Crédit Suisse et du sauvetage de Crédit Suisse ce week-end, John. Il fallait casser le risque systémique porté par une banque de la taille de Crédit Suisse et il fallait également ramener la confiance sur les sources de financement du secteur bancaire suisse et à travers ça du secteur bancaire européen. Au final, on se retrouve avec un ensemble UBS plus Crédit Suisse qui a une taille systémique encore plus importante et toujours plus importante, notamment rapportée à un pays comme la Suisse, et à travers les termes du contrat qui a été fixé, forcé par les autorités de régulation suisse notamment, on a jeté le doute sur toute une classe d'actifs très spécifiques, des obligations hybrides subordonnées, convertibles, qui sont devenues ces dernières années une source importante de financement pour les banques européennes. Est-ce que les objectifs sont atteints, John ? Bonjour Grégoire. Écoutez, effectivement, vous avez dit que c'était un week-end très studieux parce qu'on est passé par tous les états d'âme, notamment au niveau des rumeurs qu'on a eues. Le temps pressait. Pourquoi ? Parce que le gouvernement suisse voulait absolument qu'on trouve une solution avant l'ouverture des marchés asiatiques. Alors vous allez me dire quel rapport entre le Crédit Suisse et les marchés asiatiques ? Tout simplement parce que on était rentré dans une phase où la problématique du Crédit Suisse qui, je vous le rappelle, avait un bilan sain, avait un ratio de liquidité nettement au-dessus de plusieurs banques européennes et plusieurs banques françaises, mais évidemment c'était une crise de confiance. Et ces derniers jours, on a le gouvernement français, Monsieur Le Maire, qui a appelé le gouvernement suisse. On a le gouvernement britannique, le gouvernement américain, qui ont appelé puisque tout le monde estimait que la potentielle faillite du Crédit Suisse pouvait avoir un risque systémique, vous l'avez dit. Alors, évidemment, d'un côté ou d'un autre, on a beaucoup de gens qui sont lésés. Vous avez parlé, évidemment, des fameux cocos. Qui sont les 17 milliards de cocos qui se transforment d'une certaine manière en zéro, puisque ces 16 milliards de francs suisses d'obligations additional tier 1, comme on les appelle, seront renfloués et ramenés à zéro. Alors évidemment, ici on a des gens qui sont lésés, on a aussi les actionnaires, non pas simplement parce qu'on a le prix de l'action qui a baissé à 76 centimes, mais aussi parce que normalement, vous avez, lorsqu'on annonce une opération, eh bien normalement vous avez une période de consultation des actionnaires, en l'occurrence de l'UBS, qui est de 6 semaines. Et évidemment, ça a été contourné puisque ça a été fait en quelques heures et qu'on a aussi la question de la concurrence, puisque vous parliez d'un très grand acteur et du plus grand acteur en Suisse. Et là encore, il est plus grand. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été contourné. Alors, la question fondamentale, et on en discutera, les autorités compétentes en discuteront ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. La question, c'est avait-on le choix ? Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut. Si le gouvernement français appelle le gouvernement suisse et si des valeurs comme BNP ou la Société Générale perdent plus de 20% sur une semaine sans avoir aucune ramification avec le Crédit Suisse ou les banques régionales américaines, eh bien, ça veut dire qu'il y a le feu en la matière. Donc ici, on est dans une situation où le travail a été fait, avec évidemment des personnes qui sont lésées, mais la question aujourd'hui, ce n'était pas de savoir qui sont les personnes lésées, mais de savoir est-ce qu'on avait le choix entre une potentielle faillite et une tempête sur les marchés boursiers qui aurait été beaucoup plus violente et beaucoup plus coûteuse, je dirais. Même si la question de la seniorité
des actionnaires par rapport à certains créanciers, en l'occurrence dans les termes du deal, va faire sans doute encore couler beaucoup d'encre. La Banque Centrale Européenne, avec l'instance de régulation et de supervision et l'autorité de supervision bancaire en Europe, ont publié un communiqué ce matin pour confirmer que de leur point de vue, les détenteurs, porteurs d'obligations hybrides convertibles AT1 étaient confirmés comme étant seniors par rapport aux détenteurs d'actions ordinaires. Je rappelle que cette inversion a été cassée dans le cadre du deal UBS Crédit Suisse, et donc l'Europe confirme que de son point de vue, cette hiérarchie, cette seniorité n'a pas changé en cas de résolution d'une banque en zone euro aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique pour les banques centrales et notamment pour la Fed, qui va se réunir cette semaine, John, avec une autre situation bancaire qui s'est développée ces derniers jours et depuis 2 semaines maintenant aux États-Unis, partant du choc SVB, la diffusion du risque bancaire au tissu des banques régionales américaines. Oui, c'est énorme. En fait, on fait pas encore assez attention aux chiffres, parce que si on prend globalement les petites et moyennes banques, aux États-Unis, elles représentent 50% des prêts commerciaux et industriels, 60% des prêts immobiliers résidentiels, 80% des prêts immobiliers commerciaux et 45% des prêts de la consommation. Donc on voit ici que les banques, qui sont appelées les petites et moyennes banques aux États-Unis, ont un risque qui est beaucoup plus grand ici, si ça devait mal tourner, que l'affaire ou l'histoire du Crédit Suisse. Donc évidemment, ça a un impact au niveau économique, on a dit, ça a un impact au niveau politique et ça a un impact au niveau monétaire. Et si on regarde ce matin les Fed Funds, les futurs qui permettent notamment sur Bloomberg de voir comment s'adapte le consensus par rapport à des estimations de hausse ou de baisse de taux, eh bien on voit que pour mercredi, les estimations sont d'une hausse de 18 points de base, donc on n'est même pas sur les 25 points de base, on est entre 0 et 25 points de base, et qu'après, et c'est ça qui est très très important, c'est qu'on voit qu'avant la fin de l'année, eh bien, on devrait baisser de 88 points de base. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le consensus, aujourd'hui, mais il faut faire attention, on est en pleine émotion, eh bien, le consensus parie sur minimum 3 baisses de taux avant la fin 2023, ce qui était, il y a, je vous rappelle, Grégoire, à peine 10 jours, totalement inconcevable, et notamment après le discours extrêmement hawkish, ou la poursuite du discours hawkish de Jérôme Powell devant la commission du Sénat et devant la commission de la Chambre des représentants aux États-Unis. Donc on est dans une situation où tout a changé du tout au tout. Alors évidemment ça peut rechanger. Je prends toujours l'exemple, Grégoire, de l'année 2022, où en fait en début d'année les membres de la Fed attendaient 3 hausses de 25 points de base, et à la fin de l'année 2022 vous en avez eu 17. Donc on est dans une situation où on pourrait potentiellement voir exactement le contraire cette année, et ce qui est très compliqué pour les investisseurs, c'est qu'à chaque fois, eh bien, vous devez essayer de mettre en avant un scénario. Et le problème, c'est que le scénario aussi, il y a tellement de fluctuations sur les anticipations monétaires d'institutions qui sont censées être beaucoup plus au fait et plus intelligentes que nous, c'est un peu problématique. Certains estiment que ce serait un bon moment pour la Fed d'abandonner son fameux dot plot, les fameuses projections mises à jour tous les 3 mois, qui sont une agrégation en fait des anticipations du niveau des taux directeurs de chaque membre, votant et non votant, du FOMC, qui est un outil de communication à double tranchant, John. Oui, bah alors le problème, Grégoire, là-dessus, c'est que vous savez, à chaque fois qu'on demande à un banquier central qu'est-ce qu'il y a dans sa fameuse boîte à outils, vous savez, la fameuse toolbox, on va vous dire oui, il y a les taux d'intérêt, mais il y a aussi ce qu'on appelle la forward guidance, c'est expliquer ce qu'on va faire. Et puis ces dot plots font un peu partie de ce groupe, je dirais, de la forward guidance. Donc c'est très compliqué, effectivement. Est-ce qu'il vaut mieux être dans le brouillard et que ça nous tombe dessus, ou est-ce qu'il vaut mieux donner des mauvaises interprétations? Donc je dirais que ici, pour la Fed, puisqu'on parle de la Fed, aujourd'hui, la question c'est vraiment de savoir si
il faut combattre absolument l'inflation, ce qui est un des deux mandats de la Fed, ou est-ce qu'il faut sauver le soldat bancaire, puisque ce qu'on disait avant sur les petites et moyennes banques américaines, il y a quand même un stress qui n'a pas été réduit, et surtout lorsque on connaît les implications économiques des prêts aux entreprises ou aux ménages. Est-ce que c'est déjà un choc macro-déflationniste ou qui sera perçu comme tel par la Réserve fédérale américaine, ou est-ce qu'on est encore dans une question de liquidité bancaire spécifique qui peut être adressée avec des outils spécifiques du côté des banques centrales? On aura des éléments de réponse mercredi soir avec la décision de politique monétaire de la Fed et tout le discours qui viendra également sur la question de la stabilité financière. Merci beaucoup, John. Bonne semaine. Merci, Grégoire. John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau, qui était avec nous par téléphone pour entamer cette semaine sur les marchés. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve bien sûr à 17h en direct pour la grande édition sur Bismart.